Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un point lecture, le bilan de tous les romans que j'ai lus dans le courant du mois de juillet. La semaine dernière, vous avez eu mes lectures graphiques et donc là, et bien évidemment, on passe au roman. On va commencer tout de suite par un roman qui a été une petite déception, c'est La submersion du Japon, donc auteur asiatique Sakyo Komatsu, c'est publié chez Piquet dans leur collection Poche. Ici, on va suivre. Est-ce qu'on a une année Est-ce qu'on a une année Tiens, je sais pas pourquoi tout d'un coup je me pose une question. Je crois qu'on est au début des années 2000 ou quelque chose comme ça. Il n'y a pas vraiment d'année en fait. Je sais pas pourquoi tout d'un coup je me suis posé cette question qui n'a donc pas vraiment d'un grand intérêt. Bref, dans ce roman qui est donc de la science-fiction, on imagine science-fiction post-apocalyptique ou apocalyptique, hein, puisqu'on imagine que cette fameuse catastrophe annoncée de submersion totale du Japon par les eaux va se réaliser. Donc au début de l'histoire, on a des scientifiques qui découvrent que les plaques ont un comportement, les plaques tectoniques en fait, ont un comportement très dangereux et que à court terme ou à moyen terme, on va dire, le Japon va être amené à être complètement recouvert par les eaux. Donc tout au long du roman, qui est pas très très long, on va suivre l'avancée de la catastrophe et comment le pays et les Japonais vont se comporter et vont réagir face à ce cataclysme annoncé. Alors, le pitch avait tout pour me plaire, vraiment, cette histoire me plaisait beaucoup, je me demandais vraiment comment l'auteur allait pouvoir nous raconter ça, et j'ai été déçue principalement par le style de l'auteur, je pense. J'ai été notamment au début complètement perdue entre les différents personnages, entre leurs fonctions. Les personnages, à mon sens, ne sont pas assez caractérisés. J'avais du mal à savoir qui était qui. En plus, on a des personnages qui finalement vont, pareil, à plus ou moins terme, certains vont également être amenés à mourir dans les catastrophes. J'étais également un petit peu perdue dans les lieux, puisque bien évidemment je ne connais pas la géographie japonaise comme l'auteur, hein, c'est assez logique. J'aurais apprécié d'avoir une carte en fait au début du roman euh, pour m'aider à me repérer dans l'histoire, à voir à peu près. Donc je l'ai fait au début à aller voir à chaque, mais sur internet, sur Google Maps. Mais j'avoue que je ne l'ai pas fait à chaque fois, et puis parfois j'étais un petit peu perdue. De la même manière, je n'ai ressenti aucune angoisse ni aucune empathie envers les personnages, envers le peuple japonais. J'ai lu ce texte d'une manière complètement froide et sans émotion. Je n'ai pas ressenti d'émotion, justement, j'étais complètement détachée dans ma lecture. Je lisais les choses, des choses assez atroces au fur et à mesure, mais vraiment sans aucun attachement. Une lecture complètement neutre, et c'était assez dommage. Il y a également beaucoup de termes techniques, beaucoup d'explications. Alors en ça, je trouvais ça également intéressant, mais de la même manière, voilà, au bout d'un moment, ça m'a ennuyée, ça m'a lassée, et voilà, j'ai pas accroché. Je suis allée au bout de ma lecture parce que je voulais quand même savoir jusqu'où l'auteur allait aller, mais voilà, même ça n'a pas aidé à transformer cette lecture qui est restée une vraie déception. J'ai regardé après quelques avis, notamment sur Livre Addict, et j'ai vu que des gens notaient que cela venait peut-être ce côté détaché et froid et un peu fouillis par moments, peut-être de la traduction. Voilà, moi je peux pas juger, je n'ai pas les compétences pour, mais c'est une possibilité. Voilà, donc moi je suis complètement passée à côté, mais voilà, si le thème vous intéresse, ça peut peut-être vous brancher. Deuxième auteur, toujours en littérature asiatique, une lecture sympathique, on va dire, c'est L'enfant d'Hiroshima de Isoko et Ichiro Atano. C'est publié chez Folio Junior dans une édition un petit peu ancienne que j'avais trouvée en recyclerie. Ici, on va suivre tout simplement la correspondance entre un enfant et sa mère, donc entre Ichiro et Isoko. Ichiro est un enfant de primaire. Au début de l'histoire, il habite Tokyo, mais pour des raisons familiales, on va dire, ils vont être obligés de partir en province. Et Ichiro ne souhaite pas quitter ses repères et sa famille et ses amis, principalement. Donc du coup, ses parents vont accepter de le laisser à Tokyo et eux vont partir en province. Il va rester chez une tante. Et donc au début de l'histoire, ils vont correspondre, mère et fils, en évoquant chacun leur vie, donc lui à Tokyo et eux en province. Et puis au fur et à mesure du temps, cette correspondance va se transformer, alors toujours de manière écrite, mais par le biais d'un journal intime que mère et fils vont continuer à échanger. Alors, d'un point de vue historique et culturel, moi, c'est une lecture qui m'a beaucoup plu. J'ai appris beaucoup sur le Japon de cette époque, c'est-à-dire à peu près aux alentours de la catastrophe d'Hiroshima.
Par contre, d'un point de vue stylistique, il ne faut pas en attendre beaucoup puisque ça reste un enfant de primaire qui échange avec sa maman. On n'a pas des grandes phrases, on n'a pas de grandes envolées, on a une lecture très simple et du coup assez fluide finalement. On apprend beaucoup, comme je disais, sur la vie quotidienne et également sur certaines parties de l'histoire et puis comment le peuple japonais a vécu également de l'intérieur la catastrophe d'Hiroshima et puis les événements liés à la guerre de manière plus large. On est, je dirais, plutôt sur un roman un peu tranche de vie, comme les Japonais le font finalement. On va les prendre à un moment, on va les suivre pendant une petite période et puis on va les laisser continuer leur vie. Sur la fin est un petit peu abrupte, puisque tout simplement les échanges s'arrêtent. Voilà, il n'y a pas vraiment de vraie fin, on va dire. Je sais pas, je me dis peut-être ils auraient pu rajouter quelque chose, la mère et le fils, mais non, en tout cas voilà, ça s'arrête comme ça d'un coup. Un peu si vous voulez comme le journal d'Anne Frank qui s'arrête également d'un coup, là c'est un peu cette même sensation que ça se coupe. Et puis, dernière mention sur le titre, L'enfant d'Hiroshima. Alors heureusement que Eva de la chaîne Perfect Books m'avait prévenu que le titre n'a rien à voir avec ce qu'on trouve à l'intérieur, parce que je pense que si je l'avais lu en m'attendant à lire des choses en lien avec Hiroshima, j'aurais été plutôt déçue. Puisque effectivement Hiroshima est évoqué à quelques reprises, mais c'est pas du tout le cœur de l'histoire. Je pense que si je l'avais lu en m'attendant vraiment à lire des choses en lien avec la bombe, j'aurais été très très déçue et ma lecture aurait été clairement tout autre. Là, j'ai pris beaucoup de plaisir. Je savais que c'était une correspondance entre un mère et son fils dans le Japon de la guerre. Voilà, ça a fait le job. Je ne suis pas convaincue que c'est un livre qui va rester dans ma mémoire des années et des années. Mais en tout cas, c'était une lecture agréable et j'ai appris un certain nombre de choses. Donc voilà, si vous avez l'occasion de tomber dessus, je peux vous le recommander. Mais voilà, comme je disais au début, tout en n'ayant pas des attentes absolument incroyables, parce que là, pour le coup, vous risqueriez d'être un petit peu plus déçu. Troisième roman, et on va rester dans la littérature asiatique puisque j'ai lu le thriller, oui, Bonne nuit maman de Seo Mi-ae, c'est publié au livre de poche. Et dans ce thriller, on va suivre une jeune femme qui s'appelle Seon Gye-yang. Elle est criminologue et professeure à l'université. Au début de l'histoire, elle est choisie par un homme qui est un tueur en série, qui est donc dans le couloir de la mort et qui demande spécifiquement à lui parler, pour une raison qu'on ignore. Et en parallèle, on va la suivre également dans sa vie privée. Elle est mariée à un homme qui avait été marié précédemment et qui a une fille d'un précédent mariage. Sa première femme est décédée, sa fille vit avec ses grands-parents et tout au début de l'histoire, c'est le premier chapitre, les grands-parents vont décéder et donc du coup, Seon va se retrouver à devoir héberger et vivre avec cette petite fille qui a une dizaine d'années, 11 ans c'est ça, et donc va essayer de créer un lien et d'apprendre à connaître cette petite fille qui est assez renfermée. Donc on va voir ces deux parties de l'histoire qui vont cohabiter tout au long du roman. Moi c'est un roman que j'ai bien aimé, franchement j'ai passé un très bon moment, c'est un roman que j'ai trouvé addictif avec une plume qui m'a beaucoup plu. J'ai bien aimé les différentes thématiques qu'on va trouver à l'intérieur de ce roman. Alors j'ai découvert en regardant la quatrième et puis en lisant également quelques avis après ma lecture que c'était prévu pour être une trilogie. Voilà. Alors je ne sais pas si on aura la suite, si elle est même écrite, je n'en ai aucune idée, mais alors ce roman se suffit à lui-même. Vous pouvez tout à fait vous arrêter à la fin de ce premier tome. De toute façon, ce n'est pas gênant. De la même manière concernant la fin, moi j'ai trouvé que la fin était plutôt cool, plutôt bien faite. Même si je dois bien avouer que certaines choses, je les avais un petit peu anticipées, pas toutes, mais certaines choses. Je pense que les gros lecteurs de thrillers voilà, trouveront peut-être aucune originalité et auront vu venir déjà la fin très très longtemps avant. Ça n'a pas été mon cas. Moi, ça a été une bonne lecture, sympathique, addictive, qui m'a fait passer un bon moment. Voilà. Par contre, à nouveau, les petites phrases de couverture entre Le Silence des Agneaux et Mindhunter. Alors Mindhunter, je n'ai pas vu, je ne peux pas dire. Le Silence des Agneaux, en dehors du fait que donc c'est une criminologue qui est demandée expressément par l'assassin, le serial killer, en dehors de ça, on n'est pas du tout dans la même thématique, pas du tout dans le même genre d'histoire. Donc voilà, encore une fois, une phrase faite pour vendre, mais qui, je pense, a pu peut-être décevoir certaines personnes. Moi, j'ai passé un très bon moment, et franchement, moi, je vous le recommande. Voilà, si vous avez envie de lire un thriller psychologique pas très très long, vraiment, c'était une lecture sympa. Voilà, j'ai pas grand-chose à en dire en dehors de ça, en dehors du fait que ça a fait le job, c'était distrayant. J'avoue que j'ai pas grand-chose à en dire d'autre.
Lecture d'après qui a également été une lecture sympathique et distrayante. J'ai lu en e-book, non pas du tout, j'ai lu en roman papier, mais on me l'avait prêté, donc je l'ai rendu à la personne qui me l'a donné. J'ai lu donc Vampiria, le tome 1, j'ai également lu le tome 2 dans la foulée, je vais vous parler des deux tomes, comme ça sera fait. Donc c'est La Cour des Ténèbres de Victor Dixon, publié chez Robert Laffont dans leur collection R. De Victor Dixon, j'avais lu Cogito, que j'avais emprunté à la bibliothèque, qui avait été une lecture sympa. Et là, ces deux tomes de Vampiria ont également été une lecture sympa. Ici, dans Vampiria, comme son nom l'indique, on est dans un roman qui va parler de vampires. Au début du tome 1, on va rencontrer une jeune demoiselle. La particularité de Vampiria, c'est qu'on est un peu dans une espèce d'ichronie où on imagine que le roi Louis XIV n'est pas mort, mais qu'il est devenu un vampire, et que donc la population des vampires a la main mise sur quasiment la totalité de la planète, et que les êtres humains sont un petit peu réduits en esclavage sur toute la planète. En tout cas en France, c'est comme ça que ça se passe. Donc au début de l'histoire, comme je disais, on va rencontrer une jeune demoiselle qui est donc une humaine. Elle vit avec sa famille en province. Et au début de l'histoire, l'ensemble de sa famille va être assassinée. Voilà, je ne vais pas vous raconter comment précisément, mais toute sa famille va disparaître. Et elle, par un concours de circonstances, elle va se retrouver à endosser la personnalité d'une jeune noble qui s'appelle Diane. Et elle va partir à la cour des ténèbres, juste à côté, dans un espèce de pensionnat de jeunes filles et de jeunes garçons, parce qu'on a les jeunes filles et les jeunes garçons sont là, mais ils sont séparés, pour apprendre à vivre dans la bonne société des nobles qui cohabitent malgré tout avec les vampires. Il y a un certain nombre de règles et tout ça. Victor Dixon fait ça très très bien. La cour des vampires, elle est extrêmement structurée et organisée, et donc elle va rentrer dans ce monde en se faisant passer pour une noble, et elle va avoir un objectif précis que je ne vais pas vous dire non plus. Je préfère de la même manière vous laisser découvrir l'histoire. Vous savez qu'au niveau des résumés, moi je suis quelqu'un qui... Je ne veux pas trop vous en dire, puisque moi je n'aime pas trop les résumés très détaillés. Je préfère moi découvrir l'histoire, donc c'est pour ça que j'essaie de ne vraiment vous dire assez peu de choses sur les résumés. Voilà, donc là je vais m'arrêter là pour le résumé. On va donc suivre Diane dans ses aventures dans les deux tomes. Les deux seuls tomes parus à ce jour, mais de ce que j'ai compris, Victor Dixon est parti pour une série assez longue. J'ai cru voir 13 tomes, je peux me tromper, mais il me semble que c'est ce que j'avais vu passer sur les réseaux. Alors, compte tenu de l'immensité de l'univers qu'il a créé, honnêtement, moi je ne serais pas surprise qu'il aille sur beaucoup de tomes. Une dizaine de tomes, ça ne me surprendrait pas plus que ça. Alors déjà, il faut savoir que c'est donc du young adulte. J'avais déjà lu Victor Dixon, et un peu comme Cogito, j'ai trouvé que c'était une lecture plutôt cool, plutôt distrayante, une lecture qui faisait le job. C'est pas la lecture du siècle, honnêtement. C'est une lecture, alors pas lecture du siècle par rapport à mon âge, bien évidemment. C'est une lecture, je ne suis pas convaincue de la même manière de garder cette histoire en mémoire des années et des années, mais j'aime bien le côté uchronique de Louis XIV, j'aime bien malgré tout l'univers de fond que réussit à créer Victor Dixon. Vous savez que le vampire est ma créature fantastique préférée, donc j'aime beaucoup lire une espèce à nouveau de réécriture un petit peu du mythe vampirique, même s'il reprend certains des codes que l'on connaît déjà, où les vampires sont connus, ils dominent le monde complètement. Il nous annonce dans le tome 2 principalement, il y a l'air d'avoir des cours différentes qui existent à travers l'Europe et à travers le monde. J'aime vraiment beaucoup l'univers qu'il a créé, je trouve ça très sympa. Dans le premier tome, finalement les vampires étaient assez peu présents, on restait vraiment dans l'école. Dans le tome 2, les vampires sont quand même un petit peu plus présents, même si on est finalement... Ils sont là, mais j'ai tendance à penser qu'ils sont parfois un petit peu en arrière-plan, puisque l'héroïne c'est Diane, et Diane elle est plutôt en cohabitation avec des êtres humains, voilà. Même si on voit des vampires, comme je disais, un petit peu plus dans le tome 2. Dans le tome 2 également, Victor Dixon introduit plusieurs autres créatures, et je trouve que davantage dans le tome 2, on commence à se rapprocher un petit peu plus de l'urban fantasy assez classique. On a quelques codes du young adulte qui existent, hein, voilà, on voit quelques amourettes qui se dessinent, on a des choses comme ça. Je trouve que les personnages féminins de manière générale sont assez clichés. Voilà, c'est une lecture facile, c'est une lecture rapide, c'est une lecture très cool, il se passe beaucoup de choses. Voilà, moi je vous le recommande vraiment, mais
Voilà, moi je le lis plutôt vraiment comme un espèce de petit plaisir coupable presque. Voilà, je le lis presque comme ça. Et puis parce que j'aime beaucoup le vampire et que je prends beaucoup de plaisir à nouveau à lire une histoire qui parle de vampire. Voilà, c'était très sympa. Si j'ai l'occasion de lire le tome 3, je le lirai, je pense. Alors à mon avis, ça sera pas avant l'année prochaine puisque le tome 2 est sorti il y a vraiment très très peu de temps. Mais voilà, si vous voulez une lecture détente, cool, Vampiria, ça passe tout seul. Lecture suivante, j'ai lu un premier tome également d'un roman qu'on m'a prêté. C'est donc ce titre-ci, la série c'est Honni soit-il, c'est une série de Patricia Le Sauce. Le tome 1 s'appelle Joseph et c'est publié chez Elixirien. C'est un roman qui aborde une thématique que je n'avais jamais lue en roman. Jamais, 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 jamais. Au début de l'histoire, on va rencontrer une jeune demoiselle qui s'appelle Amélia. Elle habite dans un couvent du sud de la France. Et dans ce couvent, quand arrivent vos premières règles, les dames qui s'occupent du couvent ont l'excellente idée de vendre les jeunes filles à des hommes qui les achètent donc et qui les épousent de force, clairement. Et puis Amélia, qui a un fort caractère, la directrice du couvent, un petit peu pour se venger d'elle, on suppose, va la marier à un homme beaucoup plus âgé qu'elle, bien évidemment, puisqu'elle est là aux alentours de 14 ans quand elle se marie. Son mari a une quarantaine d'années. Il a une profession assez particulière. Il est bourreau. Voilà, il est bourreau et je crois que c'est le bourreau d'Aix-en-Provence. Elle va donc l'épouser, elle va donc partir avec lui à Aix et elle va découvrir la famille de ce bourreau qui s'appelle donc Joseph. Si je ne me trompe pas, il me semble que c'est bien Joseph, son mari. Il me semble. En tout cas, elle épouse le bourreau, elle part avec lui. Elle va découvrir la famille du bourreau, elle va découvrir comment ils vivent, elle va découvrir cet univers que moi je ne connaissais pas du tout. J'ai appris énormément de choses dans ce roman. Je pense qu'au niveau historique, on est vraiment très bien placé. C'est un roman très court. L'écriture de Patricia Le Sauce, elle est hyper addictive. Vous avez vraiment envie de le lire, vous avez envie de dévorer les pages. Amélia est un personnage très forte. Vraiment, elle est très forte, elle est très courageuse. Elle a beaucoup d'énergie, elle se bat. Elle va découvrir un monde qui est vraiment un monde dur et elle se bat, quoi, vraiment avec toutes les forces qu'elle a. C'est un roman qui m'a beaucoup plu. L'univers, il est hyper original. D'ailleurs, si vous connaissez d'autres romans qui parlent des bourreaux, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire parce que ça m'a vraiment donné envie de les lire. J'ai notamment le manga Innocent dans ma palle. Il y a Innocent et Innocent Rouge qui parlent également des bourreaux, mais là, plus particulièrement des bourreaux de Paris. Là, on est à Aix. Comme je disais, on apprend beaucoup de choses. Je pense que historiquement, c'est vraiment très bien fait. C'est un roman qui m'a fortement fait penser à Angélique, Marquise des Anges. Alors, on n'est pas du tout dans la même... dans le même univers, hein, puisque là, on est avec les bourreaux, hein, on n'est pas du tout dans le même monde. On est en 1452, au début de l'histoire. Mais ça m'a beaucoup fait penser à ça. Je pense que c'est le personnage principal hein, qui m'a fait penser à Angélique par le côté forte et le côté je ne baisse pas les bras. Petit trigger warning quand même pour les plus sensibles d'entre vous. Bien évidemment, on a du non-consentement, on a du viol, on a quelques scènes gore, on a des scènes crades. L'univers des bourreaux, il n'est pas doux. Il est sale, il est noir, il est dur. La famille va vivre des choses pas faciles. Voilà, moi j'ai beaucoup apprécié ma lecture. J'ai du coup les 3 autres tomes qui sont dans ma pile à lire. J'espère les lire au mois d'août. Je ne peux rien promettre, mais j'ai vraiment très envie de lire cette suite. Et j'ai également très envie de lire d'autres titres de Patricia Le Sauce que je ne connaissais pas du tout. J'ai Lado Vintage également qui m'a parlé de cette autrice. Il n'a pas lu cette série-là, il me semble qu'il a lu autre chose de cette autrice, mais il a également beaucoup aimé son écriture. Je le rejoins, l'écriture, elle est vraiment... alors on sent qu'elle est très bien, qu'elle a fait beaucoup de recherches et on sent que l'univers décrit, il est très réaliste, mais c'est pas chiant. Voilà, on va la faire courte, c'est pas chiant, c'est bien fait. Et voilà, c'est hyper addictif, on a des chapitres très courts, c'est écrit assez gros. Franchement, si vous aimez, alors si vous n'êtes pas trop sensible bien évidemment, si vous aimez les titres assez originaux, franchement moi je vous recommande Honni soit-il. J'ai beaucoup aimé, vraiment j'ai beaucoup aimé. Addictif,
parfois un petit peu rapide. Malgré tout, il y a des choses que j'aurais aimé un petit peu plus approfondies, mais vraiment très très bonne lecture et je lirai la suite avec grand plaisir. Je me demande au moment où je vous le dis pourquoi je ne les ai pas encore lus. J'ai gardé mes 2 meilleures lectures comme traditionnellement pour la fin. Ces 2 derniers titres, je les ai adorés. Vous savez que j'ai énormément de mal à utiliser le mot coup de cœur, mais je pense que pour ces 2 titres, on peut l'utiliser. J'ai lu, et c'était une relecture, Shining de Stephen King, publié au livre de poche. Je l'ai lu avec les grosses lectures communes qui sont organisées par le groupe Un King par mois ensemble, si je ne me trompe pas. Cette lecture de Shining était pilotée par Dorian de la chaîne Monsieur Cadric. Ce mois-ci, je suis en train de relire le Ça, publié, non pas du tout, piloté cette fois-ci la LC par Séverine Dillet bien ce livre, et puis il y aura d'autres LC qui seront pilotés par Céline Lecture, par Armance de Armance Around the Corner et par Eva de Perfect Books, qui sont donc les 5 personnes qui gèrent ce groupe. Voilà, j'ai fait la petite publicité pour le groupe. Shining, si jamais vous ne connaissez pas Shining, si vous n'avez pas lu le roman ou si vous n'avez pas lu le livre, ici on va faire la rencontre de Danny Torrance, un petit garçon qui vit donc avec sa mère et son père, et au début de l'histoire, ils sont dans une situation un petit peu difficile puisque son père a perdu son travail, sa mère ne travaille pas. Et on lui propose à son père, Jack Torrance, d'aller garder un hôtel pendant la saison morte, pendant la fermeture de l'hôtel, c'est-à-dire pendant tout l'hiver. Un hôtel qui s'appelle l'Overlook. Il leur propose, et puis on lui propose ce travail de faire gardien d'hôtel. Jack est un personnage qui est ancien alcoolique, qui a battu son fils, qui a fait beaucoup de mal à sa famille, qui a fait beaucoup d'erreurs. Et il voit ce travail comme une porte de sortie. C'est un professeur de littérature et il se dit qu'en plus il pourrait en profiter de cet isolement pour resserrer les liens familiaux, mais également pour finir le roman qu'il est en train d'écrire. Je ne dirai rien de plus du résumé, on est avec Stephen King, vous vous doutez que bien évidemment ça ne va pas forcément se passer comme Jack l'espère, hein, comme toute la famille l'espère d'ailleurs, et que ça va partir en couille tôt ou tard. Voilà, je vous le dis tout de suite, je pense que c'est pas un spoil incroyable de vous dire que ça ne va pas se passer comme prévu. J'ai adoré cette relecture, je ne l'ai pas lu, je l'ai dévoré, je l'ai bouffé, j'ai été emportée par cette famille, la famille Torrance, par Jack, par Danny, par Wendy. J'ai été extrêmement touchée par leur histoire, extrêmement émue. J'ai été très touchée par Danny, bien évidemment, mais le père, Jack, finalement, m'a aussi beaucoup émue. Un père qui veut essayer de faire les choses bien et qui est complètement envoûté par ses démons, par l'hôtel, par l'alcool, qui n'arrive pas à surmonter, qui pense qu'il peut y arriver, mais qui finalement n'y arrive pas, qui part complètement à la dérive. Une famille qui est très touchante. Stephen King, là pour le coup, si vous voulez de la densité, si vous voulez de la profondeur de personnage, Shining, vraiment Shining. On est crescendo, tout au long de l'histoire, on va être en alternance dans la tête de Jack, de Danny, un petit peu de Wendy. On va voir ce qu'ils pensent, on va voir à quel point ils souffrent, on va voir leur douleur, on va mesurer à quel point ils font tellement d'espoir dans cet hôtel. Et puis finalement, malheureusement, les démons vont revenir. Et puis Stephen King, je trouve qu'il gère tellement bien ce crescendo dans la douleur. Alors, je ne veux pas dire dans l'horreur, parce que je ne peux pas vraiment dire que j'ai eu peur dans cette histoire. J'ai pas eu peur comme quand je regarde un film d'horreur ou quand je lis un roman d'horreur. J'ai eu peur pour cette famille, même si je l'avais déjà lu, je connaissais l'histoire. Mais j'étais dans cet état d'esprit où je me disais... Mais si, c'est possible, Jack, tu peux y arriver, tu peux lutter contre tes démons, accroche-toi, tu peux le faire. J'avais envie de l'aider à ça, et puis malheureusement, voilà, je sais comment ça finissait, et je sais que malheureusement, ça ne fonctionnera pas. Voilà, vous l'avez compris, j'ai adoré vraiment ce titre, c'était un espèce de huis clos de cette famille, un huis clos qui était étouffant, qui était angoissant, j'irais presque envie de dire un huis clos hypnotique. Il y avait des chapitres et des scènes où j'étais presque en apnée, je respirais pas, j'étais avec eux, j'étais dans l'hôtel, j'avais peur pour eux, j'avais peur avec eux,
je lisais certaines pages et j'avais envie de dire mais non, arrête. J'avais envie de rentrer dans le livre et puis de les retenir, de leur dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Vous savez bien que ça ne fonctionne pas. King fait un rythme de dingue dans cette histoire. Voilà, moi j'ai adoré. Je trouve que la vraie force dans cette histoire, c'est vraiment ce trio. Jack, Danny, Wendy, pourrais presque dire ce duo entre Jack et Danny, presque. C'était top, voilà, j'ai adoré. Je ne peux que vous recommander Shining de Stephen King. Si vous avez peur d'avoir peur, n'ayez pas peur. Je ne sais pas si c'est très efficace, mais je trouve pas qu'on soit dans de l'horreur, vraiment comme ça. On est dans un roman que je qualifierais plus de roman d'ambiance. Si vous voulez de l'action à toutes les pages, vous n'en aurez pas non plus. Voilà, vous aurez beaucoup de digressions. Stephen King va beaucoup vous emmener dans la psychologie des personnages. C'est quelque chose que vous n'appréciez pas, ne lisez pas Shining, mais lisez d'autres titres. Mais si vous aimez la psychologie des personnages, vraiment, Shining, il est pour vous. Vraiment, franchement, foncez. C'est un titre que j'ai adoré, c'est un titre incroyable. Alors moi, j'aime beaucoup la plume de Stephen King. J'aime beaucoup ce côté justement où il creuse vraiment tout le fond de l'état d'esprit des êtres humains, toute notre noirceur, toutes les difficultés qu'on peut rencontrer. Il le fait tellement bien dans Shining, j'ai adoré, c'est un joli petit coup de cœur, je vous le recommande. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le groupe pour lire d'autres titres. Moi je continue, voilà, je lis ça ce mois-ci et je poursuivrai les lectures du King. Je suis ravie également de l'avoir relu. J'avais finalement peu de souvenirs, quelques détails près, mais j'avais peu de souvenirs et je suis ravie de l'avoir relu presque 20 ans après. Un vrai bonheur de relecture et vraiment un très très joli petit coup de cœur. Je me rappelle que je l'avais adoré quand je l'ai lu et là je pense qu'on est presque un cran au-dessus. Et j'ai gardé presque le meilleur pour la fin, une deuxième excellente lecture que j'ai fait en lecture commune. Je me suis relu l'intégrale, donc les 3 premiers tomes poche de l'Assassin Royal de Robin Hobb. Moi j'ai donc publié chez J'ai lu les 2 premiers tomes avec Dorian, Monsieur Cabric, et le 3e tome on l'a lu à 3 avec Myriam. Je vous mettrai son compte Instagram dans la barre d'information. C'est un titre que j'ai lu également à mon adolescence. La relecture a été incroyable. J'avais oublié beaucoup de choses. J'avais oublié la force de la plume de Robin Hobb. Elle m'a pris par la main la première page. Elle m'a dit « Allez, viens, je t'emmène. » Et je ne l'ai plus lâché. Et j'étais tellement bien dans cet univers. Alors avec King, j'ai parfois la sensation de rentrer à la maison. Là, j'ai vraiment eu l'impression de rentrer chez moi. C'était incroyable cette relecture. J'ai adoré à nouveau la plume de Robin Hobb. Cette force également dans la caractérisation des personnages. Si jamais vous ne connaissez pas l'Assassin Royal, on va faire la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle Fitz. Au début de l'histoire, il est abandonné, il est ramené aux portes du palais royal par son grand-père parce qu'il est le fils de chevalerie, un des fils du roi, un fils bâtard. Et son grand-père l'abandonne à la porte en disant « Moi, j'ai pas l'argent pour m'en occuper. » Son père, il a de l'argent, c'est le fils du roi. Il est appelé à prendre la place du roi. Subtil, c'est à lui de s'en occuper. Il l'abandonne à la porte et il part. Nous, on va donc suivre toute la vie de Fitz pendant ces 3 premiers tomes. Il va arriver au château, il va découvrir le château, il va découvrir le monde dans lequel il vit, le monde des 6 duchés. Il va découvrir... Il ne rencontrera jamais son père, puisque son père, chevalerie, va décider d'abandonner ses prétentions au trône et de partir avec sa femme. Donc Fitz ne rencontrera jamais son père, un homme d'honneur. Il va par contre rencontrer les autres fils du roi, donc le roi subtil. Il va rencontrer ses oncles d'une certaine manière. Il va rencontrer Royal. Il va rencontrer Imbre également, qui est l'assassin du roi actuel, l'assassin du roi subtil. Et puis Imbre, au fur et à mesure d'un concours de circonstances que de la même manière, j'ai pas forcément envie de vous raconter, va le prendre sous son aile et va faire de Fitz, effectivement, l'assassin royal, mais pas que l'assassin royal également. Il n'a pas que cette fonction-là, il a également une fonction un petit peu d'espion. Et il va donc être formé pour prendre la suite d'Imbre, on l'imagine. Mais l'assassin royal, ce n'est pas que ça, c'est également l'histoire du monde des 6 duchés.
Et Robin Hobb, elle a cette force incroyable, elle nous prend par la main, on va être en point de vue interne quasiment tout le temps, on va être dans la tête de Fitz, on va découvrir le monde des Siduchés à travers ses yeux, à travers les yeux d'un enfant. Donc le monde, elle va nous le déployer tranquillement, tout doucement, tout au long de ces 3 tomes. On va découvrir l'immensité du monde des Siduchés, on va découvrir tranquillement, tout au fil du temps, les complots, les liens entre les personnages, tout ça à travers les yeux de Fitz, ses yeux innocents au démarrage, et puis au fur et à mesure qu'il grandit, pas si innocent que ça. Je sais qu'il y a parfois des gens qui n'aiment pas Fitz, qui le trouvent parfois pleurnichard. Moi, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que c'était un enfant extrêmement attachant, très intelligent, qui va être obligé de grandir très vite, qui va être obligé d'apprendre très vite, qui va se retrouver confronté à des difficultés incroyables. Il va lui arriver des choses très dures, il va beaucoup souffrir, il va devoir prendre des décisions, il va devoir faire des choix également par moments difficiles. Voilà, vous comprenez que j'ai adoré l'Assassin Royal. Si vous ne lisez pas de fantasy, si l'Assassin Royal vous fait peur parce qu'il y a beaucoup de tomes, lisez juste le premier tome poche. Juste, lisez-le, empruntez-le, prenez-le en e-book, juste le premier tome poche, essayez. Juste essayez, essayez, et vous verrez que finalement, c'est extrêmement accessible. Avant ma relecture, je me demandais toujours pourquoi, quand on conseillait à des gens qui ne lisaient pas de fantasy l'Assassin Royal, je me disais, mais c'est marrant, pourtant, c'est quand même une fantasy un peu ancienne et tout ça. Et à la relecture, je comprends pourquoi. Parce que l'écriture de Robin Hobb, elle est hyper accessible, hyper moderne. On a plein de touches de féminisme qui sont glissées dans ce roman, mais d'une manière tellement évidente, tellement simple. D'ailleurs, il y a quelque chose qui est tout bête également dans cette histoire, c'est qu'en fait, dans le royaume des Siduchés, la royauté, elle n'est pas de père en fils, elle est de parents à enfants. C'est-à-dire que si votre premier enfant, si votre premier-né, c'est une fille, et bien ça sera une fille qui sera la reine, et pas un fils, et pas le fils. C'est pas forcément automatiquement le fils. Et puis il y a plein d'autres petites phrases tout au long de l'histoire, et quand vous les lisez maintenant, et vous vous dites, ah oui, quand même, elle avait mis ça là, quand même, c'était déjà quand même un peu couillu pour l'époque. Madame Hobb, elle avait quand même un petit peu de cran, et c'est glissé comme ça, avec tellement de subtilité, c'est fin, c'est doux, j'ai pleuré à plusieurs reprises avec simplement des petites phrases comme ça qu'elle glisse, et ça m'a vraiment beaucoup plu. L'écriture de Robin Hobb, elle est donc hyper accessible, elle est facile à lire. L'univers, il est riche, mais comme vous allez le découvrir par les yeux de Fitz, il va, comme je disais, il va se déployer tout doucement, il va se déployer tranquillement, et vous n'allez pas être perdu. À aucun moment elle ne va vous perdre, à aucun moment elle ne va vous lâcher. Elle vous tiendra toujours la main, et elle va toujours vous accompagner, toujours vous dire, vous en donner un petit peu plus, tout en vous rappelant ce que vous avez lu avant. C'est fait d'une manière tellement intelligente. Les personnages sont tellement denses. Je parlais juste avant dans Shining de densité, mais là c'est pareil. Là, on a de la densité dans les personnages. On a des personnages gris, on a des personnages humains, on a des personnages qui vont faire des erreurs, qui vont se tromper. On a des personnages que moi j'ai adorés. On a des salauds, on a des gentils. Mais même les gentils sont pas toujours parfaits. Enfin voilà, Fitz, c'est notre héros, mais il n'est pas parfait non plus, quoi. Il est juste humain. Et ça, j'ai également adoré. J'ai adoré le style, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'histoire, j'ai adoré la manière dont elle nous emporte. C'est pas une fantaisie également où il y a forcément des événements tout le temps en permanence. Il se passe pas toujours quelque chose comme dans les fantaisies parfois plus récentes, mais je me suis jamais ennuyée, quoi. J'ai jamais eu la sensation d'avoir de longueur. Je me suis jamais dit, bon allez, tu passes à l'action. Non, parce que même les fois où j'avais l'impression qu'il se passait rien, bah elle me racontait quand même quelque chose, quoi. Et ça, c'est vraiment assez incroyable. J'ai été touchée, j'ai été émue, j'ai pleuré, j'ai ri, j'ai été en colère, j'ai été tellement en colère. La fin, mais la fin de cette première époque, je l'ai là, et je me dis, mais pourquoi t'as pas encore lu la suite? Parce que 1000 pages, quoi. Il faut quand même avoir envie de les sortir, les 1000 pages, même si c'est top. Et en plus, c'est 1000 pages, mais c'est pas 1000 pages, vous n'êtes pas volés, quoi. Hein. Vous n'êtes pas volés, les gars. C'est 1000 pages costauds, quand même. Hein. Donc voilà, vous l'avez compris, j'ai adoré cette relecture de l'Assassin Royal. C'était top. Merci à mes 2 compagnons de lecture commune, Dorian et Myriam, avec qui on a beaucoup échangé, avec qui on a beaucoup râlé, surtout sur le tome 3, n'est-ce pas? Je ne dirai rien pour ne pas spoiler, bien évidemment.
Je ne peux que vous recommander l'Assassin Royal. Ça fait déjà plusieurs fois que je le dis, je crois. Lisez-le, essayez-le, tentez-le, lisez au moins le premier tome en poche. Alors il faut savoir que le découpage français il est un petit peu tordu parce que donc dans cette intégrale c'est 3 poches. Par contre aux États-Unis ici c'est 2 tomes. C'est-à-dire qu'en fait le premier tome c'est vraiment le premier tome. Et les tomes 2 et 3 c'est un seul tome. Voilà, donc quand vous lisez le tome 2, enfin la deuxième partie, vous avez un peu l'impression que c'est lent, mais c'est tout à fait logique puisqu'en fait c'est un début de tome, c'est tout à fait normal, et puis il y a, tout se décante beaucoup plus sur la fin, ce qui est également logique. Voilà, j'ai adoré, je lirai la suite avec grand plaisir, beaucoup de bonheur, j'espère que mes compagnons de LC seront à nouveau dispo pour faire la suite. A priori je pense que la seule chose c'est qu'il faut qu'on se le cale, mais a priori on est partant pour lire la suite, donc la première époque partie 2, voilà, et après on enchaînera avec les aventuriers de la mer, qui était l'objectif initial de Dorian, mais que j'ai un petit peu dévié. Voilà, je suis ravie de terminer ce point lecture avec l'Assassin Royal, que j'ai donc adoré. Lisez l'Assassin Royal, franchement n'hésitez pas, n'ayez pas peur. Franchement n'ayez pas peur. Eh bien écoutez, j'ai donc terminé mon point lecture, 35 minutes, je suis très contente de n'avoir pas fait plus long, j'avais donc beaucoup de titres malgré tout à vous présenter, j'ai essayé d'être synthétique, j'espère ne pas avoir parlé trop vite, croisons les doigts. Je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous avez lu certains de ces titres, n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire, que vous ayez un avis similaire au mien ou pas du tout. Je serais ravie d'échanger avec vous. N'hésitez pas à me suivre également sur Instagram pour suivre l'avancée de mes lectures. N'hésitez pas à me contacter également si vous êtes intéressé par des lectures communes. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!